Bonjour à tous! Salut! Bienvenue à la merveilleuse rivière Campbell. On est ici avec Fish Eye Project et aussi on a une représentante de l'Aquarium de Vancouver. Oui. Moi, je m'appelle Julie. Moi, je m'appelle Céline. Et on est ici grâce au programme Franco-Océan Pacifique qui est financé par le ministère de l'Éducation. Et on est très heureuse de vous avoir avec nous. Oui, merci de vous joindre à nous pour cette expérience fabuleuse dans le monde des saumons. Donc, comme Julie a dit, moi je travaille à l'Aquarium de Vancouver, je suis éducatrice là-bas. Et puis Julie, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je suis enseignante à l'école intermédiaire Central. Super! Alors, dis-moi Julie, si je comprends bien, les gens qui vont nous regarder sur Internet, nous écouter sur Internet, vont pouvoir envoyer directement leurs questions en live sur Twitter, Facebook et YouTube, c'est ça? Oui, et c'est le moment de sortir vos téléphones, vos tablettes, ou si vous n'avez pas accès aux ordinateurs, vous pouvez demander à votre enseignant, si vous êtes en classe, de nous relayer vos questions. Et on a eu des petits problèmes techniques ce matin, alors on voudrait faire un petit test de communication avec vous. On veut s'assurer que on puisse recevoir vos questions et que vous puissiez communiquer avec nous. Alors, ce qu'on va faire, c'est si on peut avoir une personne représentante par lieu, nous envoyer un tweet ou un message Facebook ou un commentaire sur YouTube en nous disant d'où vous venez, où vous êtes et puis aussi combien il y a de personnes qui regardent en même temps avec vous en ce moment. Alors, vous pouvez nous envoyer tout ça, donc comme on a dit, Twitter, Facebook ou YouTube. Ah oui, il faut utiliser le hashtag saumon en direct. Ou vous pouvez utiliser le A commercial Fish Eye Project. Fish Eye Project. Super. Donc envoyez-nous tout ça maintenant, comme ça on peut être sûr qu'on peut recevoir vos communications. Et puis si vous avez de la chance, vos questions sont peut-être même sélectionnées pour être répondues en direct par l'une d'entre nous deux ici pendant l'émission. Alors il faut quand même savoir, Julie et moi on n'est pas exactement expertes en ce moment, mais on a une équipe derrière. On a des vagues qui nous arrivent d'un coup. Attention. Donc comme je disais, on a une équipe experte derrière qui va pouvoir aider à répondre à toutes les questions. Wow. La marée est changeante à l'embouchure de la rivière ici. Puis il y a un petit peu des passages de bateaux des fois qui nous donnent du courant comme ça. Alors on est en direct, comme vous pouvez le voir. En direct, oui. Alors on va attendre 2 secondes que ça passe pour qu'on évite de perdre le son, pour que vous puissiez tous nous entendre. Ça va toujours de votre bord? Ça va bien? Eux, ils sont au sec. Alors, moi je voudrais mentionner quand même que on a beaucoup de chance de pouvoir être sur ce territoire, sur la rivière Campbell. C'est avec beaucoup de fierté qu'on est là, parce qu'il y a quelques personnes à mentionner quand même. Oui, alors ici on est à l'embouchure de la rivière Campbell et ce territoire est partagé par les Kwakwaka'wakw et aussi par les Coast Salish. Et on les remercie de nous donner tout accès à leur rivière et aussi qu'on puisse raconter un peu l'histoire de leur saumon parce que eux dépendent des saumons depuis très longtemps, leur histoire, leur culture, c'est tout entrelacé. Ok, super. Ben, je propose qu'on commence à se jeter dans l'eau, aller rencontrer ces saumons, prendre notre respiration. Si vous avez vos appareils qui sont prêts, oui, vos questions. Oh, on a déjà des questions des personnes? Attention. Hey, un instant ici, on a des gens qui regardent de la Nouvelle-Calédonie. Oui, bah oui, c'est vrai. On a des gens qui nous regardent de plusieurs coins du monde, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, j'aimerais souligner que c'est un moment assez historique de pouvoir emmener autant de personnes avec nous en même temps sous l'eau. C'est quelque chose qui prend beaucoup de travail et puis c'est fabuleux qu'on puisse avoir autant de personnes avec nous pour aller rencontrer les saumons. Alors, si on est prêt à plonger, on va prendre une grande respiration. Vous avez vos questions en tête? C'est parti. Okay. Aiko ici va nous amener dans le monde merveilleux des saumons. Prêt, pas prêt? Bonne plongée. Okay. Alors, on est maintenant sous l'eau. Et on entend un avion. On entend un avion, c'est vrai. Alors, on ne peut pas mentir, on n'est pas vraiment sous l'eau. Mais vous, imaginez que vous êtes sous l'eau. Imaginez que vous êtes maintenant un saumon, vous êtes un poisson. Demandez-vous à quoi ressemblerait la vie sous l'eau. Quelles sont les sensations que vous pouvez avoir sous l'eau en tant que poisson? Est-ce que vous allez vivre les choses de la même façon que nous? Est-ce que vous allez pouvoir voir pareil que hors de l'eau?
Est-ce que vous allez respirer de la même manière? Est-ce que l'eau va être de la même température? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'on entend pareil? Est-ce qu'on sent pareil? Alors, pensez à ça pendant quelques instants. Imaginez que vous êtes un poisson. Pensez à ce que vous allez ressentir en vivant sous l'eau dans ce monde extraordinaire. Alors toi, Céline, tu portes des pantalons de pluie qui remontent... Oui, on appelle ça des wavers. Ce sont comme les pêcheurs portent ça. Ça remonte jusqu'à la taille. Ça nous permet d'être dans l'eau. Parce qu'effectivement, ici, l'eau, elle est quand même assez froide. Voilà, on est de retour. Salut. Donc on disait avec Julie, on est à moitié dans l'eau ici, dans la rivière Campbell. Et l'eau est assez fraîche ici. Donc c'est vrai que si nous, on n'avait pas ces tenues-là, ce serait assez difficile de pouvoir ne serait-ce que rentrer dans l'eau, mais encore plus y rester pendant un moment. Mais pour les saumons, c'est pas vraiment un problème. Parce que les saumons, ils sont, comme on dit, adaptés. Ils ont évolué des adaptations pour pouvoir survivre de façon idéale dans ces eaux locales. À quelle température tu penses qu'elle est là? Juste en touchant comme ça, je me dirais c'est un frisquet pour aller se baigner. C'est pour ça que nous, moi je porte mon habit étanche. 9-10. 9-10 degrés Celsius. Alors c'est une bonne température pour nos saumons. Les saumons préfèrent des températures de 5 à 10 degrés Celsius environ. C'est l'idéal pour eux. Oui. Puis d'ailleurs, ça mérite de mentionner qu'ils peuvent moins bien survivre au plus l'eau est chaude ils sont développés physiologiquement pour pouvoir vivre dans ces températures plus fraîches que Julie a mentionné. Ce qui est bien aussi avec les saumons, je voulais juste faire un petit test parce que est-ce que l'eau elle est salée ici à l'embouchure de la rivière Campbell? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu veux goûter? Tu vas nous dire? C'est de l'eau fraîche. Non. C'est un peu salé, moi, ce que j'ai goûté ici. Oui. Alors, il y a un mélange des deux parce qu'ici, l'océan, on est très proche de l'océan et c'est l'eau de la Campbell, elle est fraîche et ça se rencontre ici. Voilà. Et ce qui est merveilleux avec les saumons, c'est que c'est une espèce qui est adaptée aux deux environnements très différents. Alors, on appelle ça des espèces anadromes. Anadromes, exactement. Qui remontent le courant, donc qui naissent en eau fraîche, descendent dans l'océan en eau salée, s'adaptent à cette vie en eau salée, puis reviennent en eau fraîche plus tard dans leur vie. Donc, ce sont des animaux qui font une migration assez importante. Oui. Certains spécimens vont voyager, qui sont des milliers de kilomètres. 3200 km, c'est l'espèce qui voyage le plus loin. Kilomètres. En une vie, on s'entend que c'est dans une vie, mais c'est une grande distance à parcourir pour un saumon qui a une durée de vie d'environ 5 ans, 2 à 5 ans, dépendamment de l'espèce. Oui. Ça fait pas mal quand même. Je sais que moi, je nage environ une demi-heure et puis après, j'en peux plus. Hein. C'est un peu difficile. Mais ces saumons-là, ils font ce voyage extraordinaire. Pour retourner à leur rivière ou leur cours d'eau ou leur lac d'origine et créer des nids où ils vont pondre leurs œufs. Et là, débute le cycle de la vie du saumon. Ouais. Ils vont retrouver... On est allé voir les frayères plus tôt cette fin de semaine pour aller essayer de trouver les images que vous venez de voir. Oui. Et je pense qu'on devrait dire assez rapidement, de façon simple, pourquoi on n'est pas directement sous l'eau, dans l'eau en ce moment, dans les frayères que vous voyez en ce moment sur l'écran. Oui, bien, d'habitude, lorsqu'on envoie un plongeur sous l'eau, il va y avoir un peu de mouvement qui va déplacer le sable autour de lui. Puis dans ce cas-ci, on ne voudrait absolument pas faire de perturbations au milieu. Alors, le gravier que vous voyez à l'image ici, c'est là où les femelles vont pondre leurs œufs. Dans l'image qu'on voit, le mâle vient et il va mettre sa laitance et l'œuf est fécondé. Et puis le lieu de ces nids est aussi souvent en eau moins profonde, ce qui rend la plongée aussi plus difficile. Oui. Parce que les femelles, évidemment, creusent leur nid dans les endroits les mieux adaptés pour la croissance des œufs. Donc ça va souvent être des eaux moins profondes, près de roches avec du gravier, des endroits où il va y avoir beaucoup d'éclaboussement de l'eau qui vont donc engendrer plus d'oxygène dans l'eau qui va pouvoir aider vraiment au meilleur développement des œufs. Puis les œufs ne sont pas juste laissés comme ça à découvert. Les femelles vont utiliser leur queue pour retasser, mettre un petit monticule de gravier et les œufs vont rester et se développer lentement sous ce monticule de gravier-là. Et puis parfois, elles vont même reconstruire un autre nid par-dessus puisque les femelles peuvent construire jusqu'à 7 nids, en fait, jusqu'à ce qu'elles aient posé tous leurs œufs. Elles peuvent en avoir environ en moyenne, je crois, 2000-2500 œufs. Oui, jusqu'à 6000. Jusqu'à 6000 œufs. Et le record, c'est le saumon kina, en anglais Chinook, peut pondre jusqu'à 17 000 œufs
Waouh! Ça, c'est beaucoup. Il a pas mal de records, le saumon Kina, quand même. Oui. Parce qu'il a aussi le record du plus gros et plus lourd saumon qui a été pêché, Ah oui. qui a été enregistré aux alentours de 60 kg, c'est-à-dire environ 130 pounds. C'est assez énorme pour un poisson. Wow, ça pèse trouve autant que moi. Ça pèse autant que Julie. Donc, vous imaginez un poisson qui pèse autant qu'une personne adulte. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on a parlé de ces frayères, de ces nids, là où commence le cycle de vie des saumons. Alors, il faut savoir que, je pense que tout le monde sait quand même, le cycle de vie du saumon est assez différent du nôtre. Il va y avoir plusieurs étapes vraiment clés dans la vie de ces saumons. Et voilà, on peut en voir une image à l'écran maintenant. Donc, ça commence avec ces œufs qui sont assez petits, qui sont un peu moins d'1 centimètre. 6 à 9 mm environ. 6 à 9 mm environ. Et ils vont commencer à se développer. La première chose qu'on va pouvoir voir dans ces œufs, ça va être les yeux. Les yeux dans ça, les œufs. Les yeux dans les œufs, exactement. Donc, on va avoir les yeux dans les œufs. Ils vont rester dans ce nid, protégés, se développer, jusqu'à ce qu'ils deviennent l'étape suivante, ce qu'on appelle des alevins. Oui. Donc, c'est ce qu'on a vu à l'autre image. Ah. Et on en voit ici qui nagent. Regardez ça, extraordinaire. Alors, ce que vous voyez, c'est une espèce de boules oranges qui sont attachées à ces animaux. C'est ce qu'on appelle le sac vitelin, c'est ça? Oui, le sac vitelin. Le sac vitelin qui va contenir tous les nutriments dont les alevins vont avoir besoin pour se nourrir jusqu'à ce qu'ils grandissent à l'étape suivante. Et pendant ce temps-là, ils restent quand même cachés dans leur nid. Alors, je crois qu'on a une question. Combien Super. de différents types de saumon est-ce qu'on peut voir? Et en fait, au Canada, il y a 6 espèces. Sur la côte Pacifique, on peut voir 5 espèces de saumon du même genre, du moins. Sans inclure les truites arc-en-ciel et tout ça. Alors, on a déjà nommé le Kina, Chinook. Il y a le Keta, aussi en anglais Chum, Salmon. Oui. On a le Koro qu'on a vu ici. Oui. On a aussi le saumon rose. On en a vu beaucoup ici avant-hier, du saumon rose. Et le saumon rouge. Le saumon rouge, ou autrement connu en anglais le sockeye, probablement les saumons les plus connus du monde, de par les couleurs tellement vives qu'ils ont lorsqu'ils sont adultes, matures et prêts à se reproduire encore une fois. C'est intéressant, leur couleur, c'est dû au fait qu'ils mangent énormément de krill lorsqu'ils sont en mer. Oui. Alors, si on revient au cycle, on a vu les petits alevins qui nageaient. Voilà. Eux, ils vont peut-être s'alimenter, mais pas tant. Une fois que le sac vitelin a été absorbé, c'est là où ils vont commencer à chasser des petits insectes ou des choses qui tombent à la surface, comme une chenille ou un éphémère qui vient poser ses œufs à la surface de l'eau. Oui. Et donc, ils vont faire ça pendant un petit moment, apprendre à un peu se développer. Et puis, ils deviennent ensuite des petits poissons. Des frettins. On avait lu des tacons aussi. Voilà, des frettins ou tacons. Voilà, ce sont les deux mots, on peut utiliser les deux. Et c'est intéressant parce qu'à ce stade-là, ils ont déjà un petit peu une forme de camouflage. Donc, des petites rayures qui leur permettent de commencer à se protéger, puisque évidemment, dès qu'ils vont sortir de ce nid qui les protège, ils vont devenir en danger d'être attaqués par des prédateurs qui sont d'ailleurs très très nombreux autour de la rivière, que ce soit pendant la remontée du saumon ou pendant la descente des nouveau-nés. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir? Qu'est-ce qu'on connaît comme prédateurs autour de la rivière? On peut leur demander. On peut leur demander, oui. C'est une recherche que vous pourriez faire à la maison. Oui. Nous, moi, j'avais déjà vu un prédateur, un héron. Ah oui, on a vu le héron. Moi, j'avais l'ours. Ah oui? Qui profitent de la remontée du saumon pour remplir leurs réserves pour l'hiver. Et puis, ils ont appris au fil du temps à comment attraper ces saumons aux étapes où ils sautent pour monter plus haut dans la rivière. D'ailleurs, en parlant, on a encore un record. Le saut vertical le plus haut enregistré, c'est de 3,65 m. Ou 12 pieds. OK, c'est très haut, un saut! Imaginez, moi, je peux sauter 10 cm environ. Mais ça, c'est un champion? Oui, c'est un champion. On pourrait dire que c'est un record des Jeux olympiques? C'est olympique. Comme olympique? Non, comme les zoos. Les zoos, comme les zoos, OK. Là où il y a les animaux. Un bon record. Oh. Un bon record des Jeux olympiques. Oui. On avait mentionné, on parlait justement de tous les obstacles auxquels font face nos saumons. Oui. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire pour améliorer la vie des saumons. Les humains participent énormément en termes d'études. Vous, à l'école, vous pouvez faire des études pour apprendre à mieux connaître le saumon. Oui, une chose très simple qui aide beaucoup à comprendre les saumons, c'est simplement d'étudier l'anatomie et la physiologie de l'animal, de regarder comment il est construit, comment il est adapté pour chaque environnement, comment il a ce squelette dur, mais quand même ses nageoires et tout ça qui lui permettent
de se déplacer et puis surtout de pouvoir remonter des courants très 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 forts en remontée de la rivière, parfois sur des centaines de kilomètres. Ouh, je crois que nous avons une question. Alors, quel est le plus grand type de saumon? Quel est le plus grand type de saumon? Alors, le plus petit, c'est le saumon rose. Et le plus grand, c'est le roi saumon, le saumon royal. C'est le saumon roi. Donc encore une fois, le saumon Kina, qui, comme on a dit, le record a été à plus de 60 kg. Et une taille, je ne me rappelle plus exactement la taille, ça vaut la question de regarder. Mais je crois qu'ils étaient quand même assez gros. Les plus grands peuvent être environ presque 1 mètre, 90 cm. Wow. Ça fait gros pour un poisson. C'est beaucoup. Super. Alors, on a parlé des obstacles, tout ce qu'il y avait, mais des études aussi. Donc, observer les saumons, c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est quelque chose qui est très important, même si ça paraît simple. Mais il y a aussi beaucoup d'autres études dont on a, nous, entendu parler, qu'on connaît, qui aident à pouvoir comprendre ces saumons et les connaître. Parce que, comme on dit d'habitude, il faut connaître pour aimer et il faut aimer pour protéger et conserver. Donc, toutes ces études sont très importantes. Est-ce que tu peux penser à d'autres études qu'on connaît sur les saumons? En fin de semaine, on a eu la chance de travailler avec une équipe de McGill qui ont pris un drone. Un drone, c'est comme un hélicoptère qui... On va chacun le décrire. Voilà, il a 4 petits moteurs. Vous voyez certaines images maintenant de là où on a été filmé justement avec ce drone extraordinaire. C'est une porte à la... Ah, voilà, ça y est, voyons le drone. C'est extraordinaire, une machine fantastique qui permet de, comme vous voyez, de compter les saumons aussi, de pouvoir répertorier la végétation autour d'une rivière, voir les dimensions de la rivière. Et avec les images qui ont été ramassées cette fin de semaine, l'équipe de McGill va produire une carte en 3 dimensions de la topographie du bassin versant de la rivière. Et aussi... on en voit un petit peu sur l'écran. On en voit une image ici. Alors ça, vous aurez accès à ça sur le site web. Oui, vous aurez accès à ça sur le site web. Vous pourrez regarder. Il y aura aussi des modèles 3D de certains saumons qu'on a pu voir ici dans les derniers jours. Et c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Vous pouvez zoomer, vous pouvez reculer, vous pouvez regarder dans tous les sens, à plat, en haut, en bas. Et je crois que nous avons une autre question. Alors, est-ce que les fermes de saumon affectent les saumons? Ah, c'est une très bonne question. Alors, on n'en a pas vu ici sur la rivière. Ça dépend du type de ferme. Oui. Moi, je voudrais dire. Parce qu'il y a différents types de fermes. Il y a des fermes où ça va être des bassins ouverts, où l'eau va être en connexion avec l'eau naturelle dans les océans. Et puis évidemment, un bassin comme ça, où on a beaucoup de spécimens en même temps, a plus de risques d'avoir des maladies ou des contagions qui vont ensuite, du coup, être en contact direct avec l'eau naturelle. Et en ce cas-là, ça peut affecter les saumons sauvages puisque ça amène des maladies qui ne seraient peut-être pas forcément là s'il n'y avait pas ces bassins. Mais il y a aussi souvent des fermes avec des bassins, ce qu'on appelle fermés, où c'est plus facile de réguler la qualité de l'eau et de s'assurer qu'il n'y a pas d'affectation aux populations sauvages ou dans les eaux aux alentours qui peuvent évidemment affecter d'autres espèces que les saumons aussi. Il y a une autre question qui vient de la part de India. Elle demande quel est ton saumon préféré? Et moi, je sais c'est quoi mon saumon préféré. Alors? C'est le saumon fumé. Ouh! J'aime bien aussi le saumon fumé. Ouais! Ouh. Alors, comme vous pouvez voir, je vais déguster ceci juste pour vous. C'est une des manières qu'on traite le saumon. Il est cru, ensuite il est fumé et en veux-tu? On va en prendre un morceau. Et on peut le garder plus longtemps comme ça. D'ailleurs, il y a une espèce de saumon, je crois que c'était le keta qui se fume généralement cru puisqu'il a une faible teneur en huile, donc c'est la meilleure façon de le manger. C'est bon. Le fumer ou le sécher. Merci. En veux-tu? Bon saumon. Alors, j'espère que ça répond à ta question, India. J'aime le saumon fumé. Moi, mon saumon préféré, c'est le sockeye. Il est vraiment très très beau quand il est mature et qu'il a ses couleurs rouges et ses couleurs vertes sur son visage. Puis il est aussi délicieux. Et je crois qu'on avait quelques images plus tôt, on en aurait vu quelques-unes. On a des images de sockeye. Ouais, on va regarder ça, on va jeter un œil au saumon sockeye qu'on a moins vu ici, mais qu'on trouve beaucoup quand même en Colombie-Britannique, plutôt dans la rivière Fraser et la rivière Adams aussi. Regardez ça comme ils sont magnifiques, avec leur corps vraiment rouge vif, qui vient beaucoup de ce qu'ils mangent quand ils sont dans l'océan. Comme on a dit, beaucoup de krill qui sont des planctons, des toutes petites crevettes. Puis on peut voir aussi la tête verte. Et il change de forme aussi, avec cette bosse sur le dos et une mâchoire plus courbée, plus encrochée.
Ils sont très beaux. Ça, ce sont mes saumons préférés à moi. Est-ce qu'on a expliqué pourquoi ils changent de forme comme ça? On n'en a pas vraiment parlé. Tu veux en dire un mot? On avait mentionné que le saumon rouge, il était rouge en partie parce qu'il mange beaucoup de krill lorsqu'il est à la mer. Ouais. Et on avait parlé des œufs, des alevins, des fretins. Puis les saumons, lorsqu'ils doivent s'adapter avant d'aller de la rivière à la mer, ils vont descendre en aval vers l'embouchure de la rivière où nous sommes en ce moment. Oui. Ils peuvent passer beaucoup de temps ici, en fait, pour s'habituer au changement de salinité dans l'eau. Et oui, parce que la salinité, évidemment, ça affecte la façon des animaux vivent, ça affecte la pesanteur dans l'eau, la pression dans l'eau, toutes ces choses-là. Donc ça prend évidemment, on peut imaginer quand même un certain temps pour s'adapter à ça. Et ensuite, donc vont dans l'océan et ils passent entre 2 et 5 ans selon les espèces. Et puis ensuite, ils vont retrouver leur chemin vers leur rivière natale. Et c'est à ce moment-là que leur corps va commencer de changer de forme. Ils vont arrêter de s'alimenter. Leur mission, c'est uniquement de se rendre dans leur cours d'eau d'origine. Et les changements physiques qu'on voit, c'est déclenché par les hormones et ils vont cesser de se nourrir, alors une partie de leur corps va changer. Je ne peux pas l'expliquer plus que ça. Non, et puis pour certains qui construisent des couleurs vives ou des bosses comme le saumon rose, qui a vraiment une bosse très prononcée, quand ils sont adultes, c'est aussi, on pense, pour attirer les femelles plus. Et puis parfois, on a aussi discuté que la bosse pouvait aussi servir à attirer les prédateurs comme les ours ou les loups vers le mâle au lieu d'attaquer la femelle qui va donc creuser les nids et protéger les œufs. Donc ça, c'est important. Je crois que nous avons une autre question. Oui, quelle question devons-nous poser pour manger du saumon d'une façon éthique? Ah, ça c'est une super question. Alors, je suis contente de vous poser cette question parce que c'est très très important. Évidemment, si on pêche trop de saumon, si on pêche trop de poissons en général, on va se retrouver avec le problème de ne plus avoir assez de poissons. Et c'est pas toujours facile de savoir d'où ça vient. Mais ici, on a la chance d'avoir quand même des ressources qui vont nous aider à faire des choix équitables, qui vont nous dire d'où viennent les poissons et s'ils ont été pêchés de façon qui ne détruit pas l'environnement ou qui ne prend pas trop d'espèces. Puis d'ailleurs, moi j'ai un petit logo pour vous. Je vais vous montrer. Il s'appelle Oceanwise, avec donc nous à l'aquarium de Vancouver. C'est quand on met ce logo sur les fruits de mer, ça veut dire que l'origine des poissons ou des fruits de mer a été vérifiée et que ça a été pêché de façon équitable et de façon durable. Donc ça, c'est une super question. D'autres choses qu'on peut faire si on veut aider les saumons, à part la consommation et comment on va acheter les saumons, on peut aussi étudier les saumons, faire de la recherche avec un groupe qui travaille dans votre communauté, dans votre localité. Si vous avez des rivières ou vous êtes proche des lacs, il y a souvent des groupes qui vont faire de l'aménagement des berges. Ça veut dire qu'ils vont ramener la végétation là où elle a été perdue. Par exemple, s'il y a de l'érosion des berges, eux, ils vont remettre la végétation et reconstruire les berges. Des fois, une rivière peut être, elle va être construite ou elle va être changée, déviée pour qu'elle devienne un peu plus droite. C'est souvent le cas lorsqu'on a le développement urbain qui va changer un peu les alentours de la rivière. Et ce que ces groupes-là vont faire, c'est ajouter des troncs d'arbres, ajouter des pierres et recréer une rivière qui a navigable pour les saumons. Oui, qui va couler d'une manière plus avec des ondes plus rapides puis des ondes plus lentes. Oui. Mais d'ailleurs, ça me fait penser, il y a aussi des endroits où parfois des barrages ont été construits et les gens ont construit ce qu'on appelle des échelles à saumons pour que les saumons aient quand même un passage pour pouvoir remonter la rivière. Mais tu as mentionné de parler aux gens locaux dans les alentours de chez vous, si vous avez des rivières ou des lacs où vivent les saumons. Et il y a beaucoup de personnes qui connaissent très très bien ces animaux. Et moi, je pense en particulier à ces populations des Premières Nations, les populations autochtones, qui vont connaître beaucoup ces animaux. Alors, on en connaît quelques-unes dans la région ici? Oui, ici à Campbell River, il y a les Wewaikum, les Wewaikai et les Omalco aussi, qui habitent la région. Et puis qui ont dépendu pendant très longtemps de ces animaux aussi. Oui, alors... Qui, eux, font plus de la pêche traditionnelle. On parlait de comment faire de la pêche équitable. C'est en général plutôt à la ligne. On prend un poisson à la fois, alors que c'est vrai que les pêches commerciales qui se sont développées prennent beaucoup plus de poissons en même temps. Et ça devient évidemment plus un problème. Je crois que nous avons une autre question. Oui, on a une autre super. question. Continuez de nous envoyer vos questions, on adore ça. L'école Jean-Baptiste. L'école Jean-Baptiste, ouh. On a une question. Combien d'œufs peuvent pondre une femelle? Ah, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les femelles vont pondre des milliers d'œufs et on a dit que le record était Le record, c'était 17 000 œufs environ par le saumon Kina.
17 000 œufs, ça fait beaucoup, hein? Alors, ça vous démontre aussi que c'est une stratégie pour assurer la œufs. Oui. Parce qu'en fait, même si une femelle va pondre 2000, 2500 œufs, seulement 2 de toute sa ponte va survivre jusqu'à la vie adulte. Il ne faut pas oublier que, comme on a dit plusieurs fois, beaucoup d'obstacles naturels, des prédateurs, et puis il y a aussi parfois des obstacles humains, comme on a dit, le développement urbain, tout ce qui va dans l'eau, puisque ça affecte l'eau. Je pense aussi au changement climatique qui peut affecter les saumons. Une des manières les plus directes, c'est la température de l'eau. Avec, si on a des étés qui sont plus chauds, ça veut dire qu'on aura moins de pluie. Avec moins de pluie, les cours d'eau vont être un peu moins profonds. Oui, moins d'eau. Donc l'eau va se réchauffer plus vite. Et ils sont très sensibles au changement de température. Un poisson qui essaie de remonter à la frayère va dépenser son énergie beaucoup plus rapidement s'il est en eau chaude que s'il était en eau fraîche. Puis on peut imaginer aussi que s'il fait plus chaud et qu'il y a moins de pluie et qu'il y a moins de niveau d'eau, ils peuvent à un moment se retrouver à un moment de la rivière où il n'y a plus de chemin d'accès plus haut. Aussi, parfois, si ça devient une piscine d'eau et il n'y a pas accès à la reste de la rivière. Moi, je peux penser aussi, au niveau du changement climatique, ça va affecter ce dont ils vont se nourrir dans les océans. Oui. Donc, on a observé l'année dernière que les populations de plancton, sur lesquels se nourrissent beaucoup les saumons adultes dans les océans. Les populations qui étaient plus nutritives du nord sont montées plus au nord puisque l'eau a réchauffé, donc vont plus haut. Et des populations du sud vont maintenant se retrouver là où se nourrissent les saumons, mais elles sont moins nutritives. Et comme on a mentionné, une fois que le saumon commence à remonter, il arrête de se nourrir. Donc c'est sûr que s'il n'a pas accumulé assez d'énergie et de nutriments pour faire la montée, il n'arrivera peut-être pas jusqu'au bout. C'est ça. Alors leur distance assez longue déjà serait rallongée. Oui. Encore allongé. Puis, on peut dire qu'ici, à la rivière Campbell, c'est un petit peu moins loin quand même, puisque la majorité des saumons qui vont revenir ici vont monter environ, on avait dit, 8 km. Oui, il y a un lac au bout de la rivière Campbell et il y a des tributaires aussi. Alors, les poissons ont le choix de monter la rivière Quinsam ou de monter... En tout, ils vont faire une distance de 8 km. Mais il y a d'autres rivières qui sont beaucoup plus longues au Canada. On avait dit les saumons peuvent remonter la rivière Fraser et ça va être des kilomètres, des centaines de kilomètres, 300 km. Et ça ajoute à leur distance qu'ils doivent déjà parcourir de l'océan à la rivière et ensuite toute la rivière de plus. Oui, ça fait beaucoup. On peut imaginer des centaines de kilomètres. Connaissez-vous d'autres espèces qui font des grandes migrations comme ça? Très bonne question. Réfléchissez à des espèces qui font des grandes migrations. Et puis on peut se demander aussi pourquoi ils font ces migrations, à qu'est-ce que ça leur apporte. Et souvent, il y a une très bonne réponse puisque les animaux sont adaptés pour la meilleure façon de survivre. Alors, moi, je vous ai rappelé, il y a beaucoup de choses positives qu'on a mentionnées que vous pouvez faire pour aider à protéger ces saumons, ces animaux absolument fantastiques qui sont indispensables dans l'écosystème local ici. Donc observez-les, allez explorer la rivière, allez voir ces animaux, faites des choses comme de regarder cette émission et puis vous pouvez aussi devenir éducateur vous-même et partager les informations avec vos camarades, avec votre famille, partager toutes ces choses-là. Et puis encore une fois, je voudrais rappeler qu'on a quand même des élèves en Nouvelle-Calédonie qui nous regardent, donc on fait vraiment des connexions incroyables à travers différents endroits pour pouvoir apprendre sur ces animaux, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, ils n'ont peut-être pas forcément des saumons. Parlant de Nouvelle-Calédonie, on a des classes en Colombie-Britannique qui travaillent, qui font des correspondances avec des élèves en Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est un projet où il y a 3 classes ici au Canada, 3 classes en Nouvelle-Calédonie. Et ces classes-là discutent et ils continueront à discuter du sujet des saumons. Et aussi, ils vont se préparer pour la prochaine plongée qui aura lieu au mois de novembre. Mais avant de parler de la prochaine plongée, je veux quand même prendre d'autres questions. On a une question au sujet des courants. Est-ce qu'il y a des courants forts qui bougent les saumons? C'est une très bonne question. Alors, les saumons sont plutôt doués pour ne pas se faire emporter par le courant. Et comme on a dit, ils vont remonter une rivière à sens inverse. Donc, ils vont avoir à faire face à des courants très, très, très forts lorsqu'ils remontent la rivière. Et donc ils sont adaptés, ils vont avoir des muscles et des nageoires qui vont vraiment les aider à pouvoir faire face à ces courants. Donc les saumons, comme pas mal de poissons dans l'eau, savent comment nager avec le courant ou dans les
dans le cas des saumons vraiment en particulier, de nager contre le courant. On en voit des images, ils font face à des courants très forts et ce pendant, comme on a dit, parfois des centaines de kilomètres pour remonter. Donc je pense que les courants les dérangent pas trop quand même. Oui, il y a un moment donné, il y a un moment dans leur vie où ça peut les déranger, c'est lorsqu'ils sont trop petits. Quand ils sont petits, oui. Lorsqu'ils sont alevins, là, on avait vu l'image avec lorsqu'ils ont leur sac vitelin, ils peuvent pas vraiment bien se déplacer. Ben, ils restent dans le nid, hein. Mais c'est vrai que si le nid a été mal construit ou a été dérangé, par exemple, c'est quelque chose qui est important. Si vous allez dans les rivières ou voir ces animaux, faites attention de ne pas les déranger, tout comme on fait nous aujourd'hui. Puisque si le nid est dérangé et parfois abîmé, dans ce cas-là, le courant peut être trop fort et emporter les œufs et emporter les petits qui ne sont pas encore prêts à pouvoir survivre par eux-mêmes. Puis ça arrive aussi dans la nature, par exemple, s'il y a une inondation, il y a trop de pluie, à un moment donné, la rivière va couler plus fort, puis les œufs vont être emportés. Puis c'est tout, ça arrive aussi dans la nature. C'est des perturbations. Il y a aussi des maladies qu'on peut vraiment pas y faire grand-chose. C'est sûr, c'est difficile de faire quelque chose par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a d'autres questions encore? Parce qu'il nous reste un tout petit peu de temps ensemble. Donc, on va voir si on a d'autres questions sur le saumon. Ah, on avait une question. Quels sont les prédateurs? C'est Alain qui demande. Quels sont les prédateurs du saumon? Alors, Alain, le saumon a beaucoup de prédateurs. On va commencer même par le saumon lui-même. On a des études qui ont montré que certains saumons, pendant le moment de reproduction, vont manger des œufs d'autres saumons. Alors, moins que d'autres, mais les œufs vont devenir une cible pour des petits reptiles, les oiseaux. On avait dit le héron, que j'avais vu plus tôt aujourd'hui. Il y a des oiseaux en mer aussi qui vont pêcher lorsque les saumons arrivent à l'océan. Ils sont pas très grands. Ils sont pas très gros, oui. Ouais, alors il y a des poissons là. Est-ce que tu connais des poissons qui vivent en mer? Il y a des oiseaux qui vivent en mer. Des oiseaux qui vivent en mer, on va avoir certaines mouettes, s'ils sont près de la côte, qui peuvent devenir assez grosses quand même, qui vont en profiter, des petits poissons faciles à attraper. Oui. Des huards aussi. Oui. Il y a un autre, mais je n'arrive pas à me rappeler le nom. Mais il y a plusieurs espèces d'oiseaux aquatiques qui vont effectivement se nourrir sur les jeunes saumonaux. Il y a des phoques aussi. Et il y a des épaulards. Ça a été un plaisir de passer un peu de temps avec vous. Encore une fois, si vous avez des questions, continuez, envoyez-nous-les par Facebook, YouTube ou Twitter. Moi, j'utilise pas. Et puis, si on n'a pas encore répondu à vos questions, ne vous inquiétez pas, on a des experts qui vont répondre à toutes les questions, même après que notre programme soit terminé. Donc, merci Julie. Merci à tous. Merci à toi, Céline. Oui, merci à vous de nous avoir regardés. Et puis, rappelons qu'on a des personnes jusqu'au sud du Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, qui nous regardent aujourd'hui. Et puis, on voudrait vous inviter à vous joindre à nous pour la deuxième partie de ce projet Franco-Océan et Fish Eye qui s'appelle Esprit du Corail et qui va être le 17 novembre en live à partir du récif corallien en Nouvelle-Calédonie. Donc, merci à tous de nous avoir rendu visite aujourd'hui à Campbell River, magnifique pays du saumon. Et puis, continuez à nous poser des questions. Bye. Merci.